On termine maintenant avec la migration des populations animales en lien avec les changements climatiques. Une entrevue que je mènerai avec Alain Branchot, qui est directeur de la Société pour la nature et les parcs du Canada au Québec. Bonjour, Alain. Hey, bonjour, Maude, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien. Excellent, merci beaucoup d'être ici. Donc, déjà d'emblée, pour le bien des auditeurs, auditrices, est-ce que tu peux résumer le rôle de la SNAP Québec? La SNAP Québec, c'est un acronyme qui veut dire la Société pour la nature et les parcs. Nous, notre mission, c'est vraiment la protection du territoire public, tant marin qu'en terrestre, et toutes les politiques publiques qui ont trait à la protection de la biodiversité. D'une certaine façon, on veut rendre la nature protégée, aimée, accessible dans toutes les régions et pour 1000 générations. C'est beau à entendre, en tout cas. Avec, c'est ça, une approche là, basée sur la science, le savoir traditionnel, local, savoir autochtone. Et on est un groupe porteur de solutions, là, justement, pour atteindre ces objectifs-là. Et là, présentement, je vous ai invité aujourd'hui parce que j'avais envie de parler des populations animales qu'on voit se déplacer. C'est quoi ces populations-là qu'on voit se déplacer au Québec à cause des changements climatiques? Bien, les meilleurs exemples qu'on peut donner, c'est le cerf de Virginie, qu'on appelle aussi le chevreuil, le raton laveur, deux espèces de mammifères. Puis c'est important de nommer les catégories d'espèces auxquelles appartiennent les espèces qui migrent davantage. À la base, il y a une question de capacité de déplacement qui est vraiment importante. Je pense qu'il y a une question qui va suivre là-dessus. Oui, bien sûr. Mais donc, ce sont deux exemples. Beaucoup d'espèces d'oiseaux aussi qui colonisent de nouveaux habitats, justement à cause des changements climatiques. À la base, la raison principale, c'est que le froid, qui est un facteur limitant pour le cycle de vie, pour la nourriture de ces espèces-là, maintenant devient un facteur qui, à cause du réchauffement, qui ouvre de nouveaux horizons, de nouveaux habitats. L'alimentation est le facteur principal. S'il y a de la nourriture, s'il y a de la bouffe, les espèces vont aller coloniser des nouveaux secteurs. Puis les changements climatiques n'agissent pas seuls. Souvent, des perturbations d'habitat, des perturbations anthropiques vont agir en synergie avec le changement climatique pour favoriser la venue de nouvelles espèces. Oui, donc c'est ça. On pense, oui, au changement climatique, au réchauffement climatique qui fait en sorte que la nourriture disponible n'est plus la même, devient inexistante. On peut penser aux feux de forêt qui vont décimer des forêts entières, des territoires là où les animaux devaient s'abreuver, se nourrir, et ils vont se déplacer. Mais il y a aussi la déforestation par la main humaine, par exemple. Il y a différents enjeux de migration dont on entend parler ou qu'on constate. Il y en a qui sont comme surpris de voir des dindons sauvages en ville de plus en plus. On peut donner d'autres exemples aussi. Au niveau marin, il y a la baleine noire, qui est une espèce en voie de disparition, qui occupait beaucoup le secteur de l'océan Atlantique du sud-est des États-Unis. Et à cause des mouvements à cause du réchauffement, des mouvements de nourriture, des copépodes qui sont plus au nord, l'espèce est maintenant beaucoup plus présente au Québec, dans le golfe du Saint-Laurent, ce qui cause des enjeux de gestion aussi, des pêches. Et c'est un autre exemple. Si on parle, là, on a parlé d'espèces qui sont indigènes, qui ont migré plus au nord. On a aussi des espèces qu'on n'avait pas avant, qui ont migré vers le Québec, comme l'opossum d'Amérique, qu'on ne retrouvait pas avant, maintenant qui est bien établi dans certaines régions du Québec. L'opossum, là, c'est un marsupial qui un peu comme les kangourous, qui est à peu près la taille d'une marmotte, là, un petit peu plus petit qu'une marmotte, là, mais une belle bouille. Mais bon, on ne sait pas encore quel impact ça va avoir sur la communauté animale, sur puis donc, à chaque fois qu'une espèce arrive, ça peut entraîner des réactions en chaîne puis bouleverser les communautés et les écosystèmes. Mais oui, c'était une de mes questions d'ailleurs, l'impact sur les milieux, notamment qui sont désertés par ces animaux-là, mais aussi sur leur santé à eux dans le déplacement ou dans le souhait de trouver un nouvel espace où se nourrir ou s'abriter. Et les nouveaux milieux investis aussi, parce qu'ils n'ont pas nécessairement de prédateurs, ils peuvent devenir une espèce envahissante parce que là, le milieu est transformé. C'est quoi les impacts
qu'on voit. Quand on analyse cette situation-là, on doit regarder justement les prédateurs. Est-ce qu'il y a des prédateurs pour contrôler la population qui vient coloniser un nouveau secteur? Les compétiteurs, est-ce qu'il y a de la compétition? Au niveau des parasites aussi, les parasites agissent souvent comme des contrôleurs. Ils vont contrôler la taille de la population, les maladies et évidemment, donc la nourriture qui vient entrer en ligne de compte. Souvent, une espèce qui colonise un nouveau milieu, si elle est efficace, elle va transporter parfois des parasites qui vont aller affecter les espèces qui sont déjà présentes. Dans certains cas aussi, elle ne sera pas affectée par les parasites qui sont présents. Donc, il y a différentes situations possibles, il y a différents scénarios, mais souvent, c'est ce qu'on observe. L'espèce qui arrive a un avantage parce que les prédateurs ne sont pas habitués avec de se servir de cette nouvelle espèce-là comme nourriture. Les parasites ne sont pas tout à fait parfaitement adaptés à cette espèce-là, ce qui fait que c'est ce qu'on voit beaucoup dans les espèces exotiques envahissantes, c'est qu'il va y avoir une augmentation rapide de la population avant que ces facteurs-là externes, les maladies, les parasites, les prédateurs, puissent s'adapter et venir contrôler la population. Donc, à terme, c'est ce qu'on voit qui arrive, mais entre-temps, ça peut avoir des conséquences dramatiques sur les écosystèmes. On peut penser à la grille du frêne, par exemple, qui est venue littéralement changer le paysage des forêts dans le sud du Québec et dans le nord-est de l'Amérique. Donc, c'est le genre de conséquences qu'on peut observer jusqu'à épuisement des ressources. Et on le voit que dans certains cas, ça peut être aussi un moteur pour la migration. Dans le cas du cerf de Virginie, du chevreuil, la compétition intraspécifique entre les chevreuils pousse aussi à coloniser de nouveaux endroits. Les changements climatiques aident à faire en sorte qu'on ait accès à des nouvelles ressources. Donc, c'est pour ça qu'on voit une expansion de l'aire de distribution de cette espèce-là qui est quand même importante. D'une façon générale, les espèces qui sont généralistes, les espèces qui n'ont pas des spécialisations au niveau des besoins en habitat ou des besoins en alimentation, vont être les espèces qui vont être les mieux adaptées à des bouleversements comme ceux qu'on observe avec les changements climatiques. Et est-ce qu'on sait à peu près combien de temps ça prend? Est-ce qu'il y a des exemples d'adaptation d'un milieu ou de tout cet univers, tout cet écosystème autour d'une espèce migrante qui arrive? Ça peut prendre combien de temps avant que ça s'adapte? Ça va dépendre des cycles de vie d'une espèce. Une espèce qui est envahissante, mais qui a un cycle de vie plus long, ça va prendre quelques générations avant que l'espèce soit bien établie. Souvent, ce qu'on va observer avec les espèces qui ont un cycle de vie rapide, c'est une colonisation très rapide, puis on va tasser finalement, littéralement, les espèces indigènes qui sont présentes au point de les faire disparaître ou de les pousser ou les retrancher dans d'autres endroits. Il y a des espèces qui... ce qu'on observe en ce moment, c'est à chaque 10 ans, c'est environ de 100 à 200 km de progression des écosystèmes dans les endroits les plus affectés par les changements climatiques. Le sud du Québec est un des endroits qui est le plus affecté au monde. Et j'ai vu une étude où on disait que Montréal, Québec, la ville de Québec étant la plus touchée, mais Gatineau, Montréal et la ville de Québec seraient les villes qui allaient accueillir le plus de nouvelles espèces dans les prochaines années à cause des changements climatiques, à cause de ces réfugiés migratoires qui viennent coloniser des nouveaux habitats. Oui, donc préparons-nous à les accueillir parce qu'oublions pas qu'on est quand même dans une forêt normalement. On l'oublie parce qu'on est entouré de buildings puis de béton, mais on est quand même au milieu de leur habitat puis certains trouvent ça anormal et même dérangeant de voir ces animaux arriver puis il y a comme une espèce de combat de citoyens de dire mais laissez-les vivre, là, sont dans leur milieu puis les autres non, il faut s'en débarrasser, il faut les éloigner, comment on fait? Donc il y a quand même ce combat-là au niveau urbain. Qu'est-ce que ça impose comme défi pour des équipes comme à la SNAP Québec qui travaillent à la protection de la biodiversité, à la création d'aires protégées et des espèces qui habitent ces milieux? Oui. Une des choses qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que la principale cause de déclin de la biodiversité, c'est la perte d'habitat. Oui. Donc, il y a urgence d'aller sécuriser les habitats restants et de faire de la restauration dans certains secteurs, d'avoir une vision aussi au niveau de la mise en place des aires protégées qui tient compte de la connectivité. C'est un autre facteur important pour l'adaptation au changement climatique.
On l'a dit tantôt, il y a des espèces qui ont une capacité migratoire plus grande, les oiseaux, les mammifères. D'autres, beaucoup moins, comme les amphibiens, les reptiles, qui risquent d'être des victimes encore plus grandes des changements climatiques à cause de ces facteurs-là. Donc, dans la planification des aires protégées, penser à la connectivité, mais aussi agir rapidement. Parce que les habitats qu'on protège aujourd'hui, peut-être que dans 15, 20, 30 ans, n'accueilleront pas les mêmes espèces qu'aujourd'hui, mais ils seront aussi des terres d'accueil pour les autres espèces qui vont venir coloniser. Et c'est la même chose pour les habitats plus au nord qu'on va protéger. On a une cible en ce moment de 30 % de protection du territoire d'ici 2030. Donc, il faut vraiment tout faire pour atteindre cette cible-là. 30 %, on s'approche de ce que la science demande en termes de protection du territoire, mais surtout au niveau terrestre, on pense que 50 % de protection du territoire serait beaucoup plus proche de ce qui nous permettrait de pallier à la crise de la biodiversité et permettre justement ces adaptations au niveau des espèces. Dans certains cas, peut-être donner un exemple en marin où l'arrivée des baleines noires dans le golfe du Saint-Laurent a forcé Pêche Océan Canada à mettre en place des mesures de gestion des pêches qu'on voyait appliquées aux États-Unis, mais qui n'étaient pas appliquées au Canada, justement pour tenir compte du fait qu'une nouvelle espèce qui est très vulnérable à l'empêtrement dans les engins de pêche soit pas affectée par ça. Donc, ça a eu des conséquences sur des fermetures de pêche temporaires dans certains secteurs où on observait la présence d'une baleine noire. Donc, ces genres de situations qu'il faut provoquer de voir la protection du territoire dans une forme de gestion adaptative, mais la protection à long terme et à perpétuité de secteurs, c'est hyper important. Donc, ça, il faut vraiment continuer à faire ça. Et vous travaillez vraiment activement sur tous ces dossiers-là de protection pérenne, là, qui ne changera plus comme statut de protection. En ce moment, c'est quoi vos grands dossiers, puis comment la communauté québécoise peut contribuer? Il y a plusieurs projets d'aires protégées, tant en terrestre qu'en marin. Je peux nommer quelques campagnes qu'on fait, entre autres la protection de la rivière Macpail sur la Côte-Nord, qui est un dossier qu'on souhaite clore le plus rapidement possible. C'est une des seules rivières de la Côte-Nord qui n'est pas harnachée. Il y a un petit barrage au fil de l'eau là, à l'embouchure, mais le reste, c'est un environnement incroyable qui est important pour les communautés inoues du secteur. C'est un potentiel de développement récréotouristique incroyable. Donc, les gens peuvent venir appuyer cette campagne-là en allant sur notre site, snapquebec.org. Puis, autrement, on a des projets qui sont plus près aussi de Montréal. Entre autres, on travaille en ce moment à restaurer l'île Sainte-Thérèse, qui est une île de 5,4 km² adossé à l'île de Montréal, dans le secteur de Pointe-aux-Trembles, et qui est une terre publique et qu'on souhaite voir transformer en grand parc urbain. Donc, on travaille avec la Ville de Montréal, la Ville de Varennes et la CMM, entre autres, pour mettre en place ce grand projet-là. On a du financement là, pour faire de la plantation d'arbres là, dans le programme des 2 milliards d'arbres là, du gouvernement fédéral. Donc, des projets assez variés pour la protection de la biodiversité. Il faut, les gens qui souhaitent combattre le cynisme en environnement puis s'impliquer davantage, on a mis en place une plateforme pour les gens qui veulent s'impliquer en environnement puis faire du bénévolat. Ça s'appelle Volontaire Québec. Okay. Alors, pour aller sur le site, c'est volontaire.québec. Terre, T-E-R-R-E. Et c'est une belle opportunité pour les gens d'aller justement donner du temps. Il y a beaucoup de gens qui se demandent, mais comment je peux faire pour aider? Puis à ce moment-là, ça peut être pour n'importe quelle organisation, pas nécessairement la SNAP Québec, ça peut être Équiterre. Oui, c'est ça, c'est comme un regroupement d'actions possibles. Aussi. Donc, oui, puis il y a toutes sortes de manières de s'impliquer. Je pense entre autres à la Coalition des Montérégiennes, où est-ce que les gens peuvent aller bénévolement faire du recensement dans les espaces verts, là, à travers les Montérégiennes pour, recenser des plantes. C'est le Tinder de l'environnement. Oui, donc, les gens vont dire qu'est-ce qu'ils souhaitent faire.
puis les groupes vont dire qu'est-ce qu'on a besoin. Voilà. Puis on fait des matchs entre les gens. C'est des très beaux matchs. C'est mon genre de match. Donc, vous pouvez trouver plus d'informations sur ce que fait Snap Québec à snapquebec.org, comme le dit Alain Branchot. Et puis sinon, donc volontaire, TERRE, si vous voulez vous impliquer davantage. Merci beaucoup d'être venu parler ce matin de la migration des populations animales. C'est un sujet qui me touche particulièrement, puis je suis très heureuse d'avoir eu la chance d'en discuter avec toi, Alain Branchot. Au plaisir. Bonne fin de journée. Merci. Bonne fin de journée.